Changement de perspective. Jusqu'aux années 60, les trajectoires sociales dans la plupart des pays du Nord sont assez standards puisque l'organisation sociale de ces sociétés encadre strictement les modalités du travail et celles de la formation. Ainsi, l'interdiction du travail des enfants et l'obligation scolaire ont défini un âge minimum pour entrer dans la vie active. Les législations sur les pensions ont également fixé un âge de sortie du marché du travail et d'accès à la retraite. Il en a résulté des trajectoires sociales relativement linéaires et prévisibles. L'intérêt de cette perspective pour le démographe est évidente puisqu'elle le met dans une posture qui lui est relativement familière, celle des approches longitudinales ou pour employer un langage typiquement démographique, celle des approches par cohorte. En outre, cette perspective entend appréhender les vies individuelles dans leur complexité, analysant les interactions entre les différentes trajectoires, familiales, professionnelles, scolaires, migratoires, et en prenant en compte le contexte socio-historique dans lequel elles s'inscrivent. Mais avec les années 70, quelque chose change. Et en effet, les années 70 marquent un changement dans les trajectoires sociales, puisque, avec les années 70, les trajectoires sociales tendraient à devenir moins standardisées, c'est-à-dire moins linéaires et donc moins prévisibles pour le sociologue. En effet, l'allongement de la période de formation scolaire va ainsi perturber les calendriers de l'entrée sur le marché du travail et de l'entrée dans la vie adulte. Parallèlement, les modalités de sortie du marché du travail en fin de parcours professionnel se sont largement diversifiées puisqu'on observe des situations de retraite, mais aussi de pré-retraite ou encore de chômage de longue durée, de congés maladie, etc. Et celle-ci, bien évidemment, survient à des âges plus variés que par le passé. Ajoutons encore les limites de plus en plus floues avec des formations qui sont reprises après l'entrée dans la vie active et des parcours professionnels qui se prolongent à titre complémentaire au-delà de l'âge de la retraite légale. Depuis ces années 70, donc, le phénomène n'a fait que se renforcer, faisant dire aux sociologues qu'il est de plus en plus difficile de prévoir des comportements, des trajectoires à partir de strictes caractéristiques sociodémographiques. Par exemple, dans le monde des activités culturelles, on s'est rendu compte dès les années 80 et surtout 90 que ces pratiques culturelles ne sont plus déductibles des caractéristiques liées à l'origine sociale, sinon comment comprendre et expliquer que désormais on peut relever des CSP inférieurs et être d'une culture redoutable en opéra, alors que cette compétence relève a priori plutôt des représentants des catégories sociales supérieures. Il est donc difficile de prévoir parce que depuis les années 70, puis 80 et surtout les années 90, nos sociétés se sont orientées vers une valorisation sans frein de l'individu, de l'individuation, c'est-à-dire aussi sommant les uns et les autres de se produire par eux-mêmes. Ainsi, avec les années 90, le vocabulaire des sociologues va changer. En France, c'est aussi l'époque durant laquelle la sociologie de Pierre Bourdieu, alors largement dominante, va commencer à être mise en critique pour laisser voix au chapitre à d'autres façons de s'y prendre, tout en conservant les avancées de cette sociologie. Pour traiter désormais du déroulé des existences sociales, la perspective biographique sera préférée à celle des âges, de même que les sociologues préciseront leur approche en termes de trajectoire, avec l'idée de parcours, de point de bascule dans les itinéraires de vie. Premier sous-point, des âges aux biographies. Avec les années 90, les sociologues se rendent compte que les âges ne jouent plus leur rôle de marqueur, de seuil de passage d'un âge à un autre. Qu'il s'agisse des seuils d'entrée dans la vie adulte ou d'entrée dans la vieillesse, ces seuils apparaissent désormais à la fois plus longs, plus nombreux et plus réversibles. Cette triple évolution remet en cause leur rôle de frontière sociale entre différentes phases identifiées de vie, car leur franchissement ne peut plus marquer unilatéralement l'entrée stabilisée dans une nouvelle phase de l'existence. Nombreux sont alors les travaux sociologiques qui soulignent qu'à différents âges de la vie, l'atténuation de ces grandes étapes collectives, ce qui s'observe désormais, ce sont des allers-retours croissants concernant à la fois la décohabitation et l'entrée dans la vie professionnelle. Quant au seuil des 60 ans pour marquer l'entrée dans la vieillesse, il est lui aussi largement remis en cause.
Se pose alors pour la sociologie la nécessité de repenser la signification même des âges. Comment définir le temps de la jeunesse ou de la vieillesse quand on ne peut plus les approcher par des attributs objectifs et fixes, c'est-à-dire les âges ? Cette interrogation fait aussi écho aux travaux de François Dubay qui, sans se revendiquer directement d'une sociologie des âges ou des parcours, invite à considérer des existences contemporaines comme une expérience scolaire, par exemple, ponctuée d'épreuves, et ainsi mieux saisir le travail que l'individu doit désormais faire pour se sentir acteur de sa propre vie. Pour y réagir, le recours à la biographie sera effectué. Cette perspective biographique postule l'émergence de trajectoires plus individualisées et se penche donc sur la singularité des itinéraires que peut restituer précisément les narrations biographiques. Cet outil s'appuie sur le suivi des individus dans le temps, que ce soit de façon longitudinale ou rétrospective. Elle repose sur un postulat simple. C'est en analysant les trajectoires dans leur déroulement singulier, davantage que dans leur schéma collectif, que la sociologie pourra rendre compte au mieux des expériences de vie contemporaine. Pour ce faire, 2 méthodes seront proposées. La démarche rétrospective, la démarche longitudinale. La démarche rétrospective renvoie à la méthode qualitative et est largement explorée par un sociologue français qui s'appelle Daniel Berthaud et qui a beaucoup travaillé sur les récits de vie et sur leur analyse qualitative. Daniel Berthaud procède en mettant au cœur de son analyse un petit nombre d'histoires de vie individuelles en s'appuyant sur, dit-il, la valeur sociologique de l'expérience humaine. Quelques discours recueillis de façon approfondie par la réflexivité qu'ils mettent en œuvre sont censés permettre aux sociologues de tirer des analyses de portée plus générale. Quant à la démarche longitudinale, elle renvoie à la méthode quantitative, puisqu'ici, l'approche biographique peut également mobiliser des données quantitatives et s'appuyer sur le recueil statistique d'histoires de vie à l'instar des enquêtes mises en place par l'INED. Exemple. Comment saisir sociologiquement la dimension du temps et rendre compte du déroulé des itinéraires ? Démarche rétrospective. Il s'agit ici de retracer le déroulement des parcours. Souvent plus aisé à mettre en place, cette démarche n'est pas exempte de biais. Son principal inconvénient repose dans les effets de mémoire qu'elle ne permet pas toujours de juguler, malgré la mise en place de questions croisées. Elle peut s'appuyer sur des données qualitatives ou sur des modes de collecte par questionnaire rétrospective. Quant à la démarche longitudinale, elle consiste à suivre les individus tout au long de leur parcours. Elle suppose alors d'identifier en amont un groupe d'individus, une cohorte, et de les interroger avant, pendant et après les événements analysés. Par sa directivité, cette démarche peut permettre un suivi d'une grande finesse, mais sa mise en place est souvent exigeante d'un point de vue logistique. Ce suivi peut se réaliser par entretien qualitatif réitéré sous la forme d'une cohorte qualitative. Deuxième sous-point, du cycle au parcours de vie. Le travail avec la perspective du récit de vie ou de la biographie cherche à rendre compte de la singularité des itinéraires de vie. Mais d'autres termes depuis sont apparus tels que le cours de vie ou encore le parcours de vie. À la différence du récit de vie, le parcours de vie ne cherche pas à rendre compte de la singularité des itinéraires de vie, mais place délibérément l'accent sur leur mobilité. La perspective des parcours de vie cherche à rendre compte des discontinuités dans les existences contemporaines, et cela que ce soit au niveau géographique, familial ou professionnel. Cette perspective, en termes de parcours de vie, est une façon de réagir à ce que nous notions précédemment, c'est-à-dire le fait que depuis la fin des années 60, les existences sociales sont moins prévisibles qu'avant, parce que nos sociétés se sont orientées vers une valorisation de l'individu, de l'individualisation, c'est-à-dire aussi, sommant les uns et les autres, de se produire par eux-mêmes, comme nous l'avons dit. Autrement dit, cette perspective des parcours de vie est adoptée par ceux qui font l'hypothèse que depuis les années 70, les existences sociales subissent un double processus de déstandardisation d'une part et de désinstitutionnalisation d'autre part du cycle de vie.
Ces sociologues postulent donc que nos trajectoires de vie sont de moins en moins homogènes et de moins en moins structurées directement par les institutions. Mais sur le sujet, des débats existent et persistent encore. Certains, en effet, montrent que s'il y a bien un mouvement de déstandardisation des parcours, les âges de la vie continuent d'être structurés pour la majorité des individus sur un schéma en 3 temps, c'est-à-dire enfance, adulte, vieillesse. Mais d'autres nuancent cette hypothèse d'une désinstitutionnalisation du cycle de vie en soulignant plutôt l'émergence de ce qu'ils nomment un régime biographique plus individualisé. Autrement dit, si nous vivons bien la fin du cycle de vie standardisé depuis la fin des années 60, du fait de l'ouverture des chemins de vie professionnels ou familiaux, l'actuel régime biographique est aussi porté par les institutions qui, précisément, invitent à l'individualisation et à la mobilité. Il évoque ainsi l'institutionnalisation du cours de vie individualisé. Dans tous les cas, et quels qu'en soient les débats, on peut admettre que le parcours de vie est devenu un véritable cadre de raisonnement, c'est-à-dire un cadre de raisonnement théorique pour penser les existences contemporaines aujourd'hui, lequel trouve un nom en anglais, c'est-à-dire le life cursus. Le life cursus se développe dans les années 90 aux États-Unis, mais aussi en Suisse et au Québec. Ce cadre de raisonnement nécessite une attention au processus de développement personnel tout au long des existences et aussi aux univers sociaux, normatifs, politiques dans lesquels ils s'inscrivent. En d'autres termes, ce cadre de raisonnement suppose la jonction entre les dynamiques identitaires et institutionnelles. C'est ce qui le caractérise et le distingue selon ses représentants. Ce cadre de raisonnement, donc dit de life cursus, se caractérise par 4 principes structurants. Premièrement, le principe du développement tout au long de la vie. Ce principe affirme que le développement humain et le vieillissement sont des processus qui se déploient durant toute la vie. L'âge adulte et la vieillesse sont tout autant concernés par l'évolution et le développement que la jeunesse. Deuxième principe, le principe de l'agencement. Selon ce principe, les individus construisent eux-mêmes leur parcours de vie à travers leurs choix et actions au sein d'un univers d'opportunités et de contraintes. Ce principe revendique alors une approche de l'individu comme acteur, mais en prenant en compte les interactions avec l'univers des possibles sociaux dans lequel il s'inscrit. Troisième principe, le principe du temps et du lieu, qui rappelle que les parcours de vie sont profondément structurés par les périodes historiques et les lieux où ils prennent place, et que de même, les événements n'auront pas le même effet en fonction du moment de leur survenue dans la vie d'un individu. Quatrième principe enfin, le principe des vies interreliées. Selon ce principe, les vies sont vécues de façon interdépendante et il faut tenir compte dans l'analyse de ces influences socio-historiques au fil du temps qui s'expriment à travers les réseaux de relations partagées. Donc, le cadre de raisonnement dit du life cursus, il s'agit de privilégier une approche attentive au déroulement longitudinal des existences sociales et à l'articulation des différentes sphères d'action, famille, profession, etc., en lien avec des contextes sociaux et politiques. Troisième sous-point, crise et bifurcation dans les parcours de vie. La sociologie réactualise alors le concept de crise, censé clôturer une phase de l'existence et ouvrir vers une autre. Elles ne se réduisent plus à la célèbre crise d'adolescence analysée par les psychologues. Claude Dubar définit les crises comme des processus qui se déploient désormais tout au long de la vie. Et en effet, les vies contemporaines sont aujourd'hui jalonnées de crises au fil du temps, crise professionnelle, licenciement, changement d'orientation nécessitant de nouvelles formations, crise conjugale et familiale, divorce, séparation, nouvelle union, famille recomposée, etc. Il explique Dubar donc ces crises par l'émergence, dès le début des années 90, d'un nouveau modèle culturel dominant dans nos sociétés modernes contemporaines qui enjoint tout à chacun d'un devoir d'être soi et par soi-même. Il devient en somme une nouvelle injonction.
Pour l'individu, traverser une crise exige alors un travail de conversion identitaire et un processus de remise en coïncidence de soi avec soi. À ce sujet, dès 1998, le sociologue français Alain Ehrenberg avait déjà fait un lien entre le développement d'une telle injonction normative, devoir être soi-même par soi-même, et le développement de dépression collective qu'il analyse comme symptôme d'une fatigue d'être soi. D'une manière générale, ces travaux sur les parcours de vie vont de pair avec des travaux théoriques visant à améliorer l'appréhension sociologique de l'expérience du temps. Place est ainsi faite en effet aux ruptures, aux accidents biographiques, aux tournants biographiques, initialement conceptués par une sociologie américaine qui permettra plus tard en France d'élaborer le concept de bifurcation. Disons quelques mots sur chacun de ces deux termes, tournant biographique, turning point, bifurcation et aussi carrière. Quatrième sous-point, carrière, turning point et bifurcation. Les sociologues américains d'inspiration interactionniste se sont beaucoup intéressés aux carrières conçues comme des enchaînements de séquences. À titre d'exemple, citons le travail connu de Howard Saul Baker intitulé Outsiders, étude de sociologie de la déviance, publié en 1985 en français, mais initialement publié en 1963. Dans cet ouvrage, l'auteur emprunte le concept de carrière de déviant pour expliquer comment on devient joueur de jazz dans les caves new-yorkaises, ou encore comment on devient fumeur de marijuana. Bref, pour expliquer le cheminement par lequel un individu va se constituer en déviant. Le cheminement est le suivant. La première étape d'une carrière déviante consiste, selon l'auteur, la plupart du temps à commettre une transgression. Cette première transgression fait l'objet d'un étiquetage par les proches d'abord, puis par les instances du contrôle social par la suite. Cette stigmatisation empêche le transgresseur de continuer à agir dans le cadre légal et le contraint petit à petit à s'apprécier lui-même comme déviant en intériorisant l'image de soi qui lui renvoie à la société. Cet étiquetage pousse alors l'individu à commettre de nouvelles transgressions et à rencontrer d'autres transgresseurs plus chevronnés pour s'initier à son nouveau statut. Les transitions entre ces séquences ont fait l'objet d'un texte fondateur d'Everett Hughes en 1950 et publié en français en 1996 sur précisément les tournants de l'existence, c'est-à-dire les turning points. Dans ce texte, Hughes développe l'idée que ces phases de transition peuvent être plus ou moins imprévisibles, plus ou moins brèves ou étalées, plus ou moins ritualisées, plus ou moins institutionnalisées, mais il ne va guère au-delà. Pourtant, la notion de tournant s'est installée dans les travaux sur les carrières, désignant alors l'existence d'une transition entre séquences. Les auteurs utilisant cette notion se sont surtout centrés sur le caractère plus ou moins institutionnalisé de ces transitions et les perceptions qu'en ont les acteurs selon les contextes, ainsi que leur place dans les narrations. Mais c'est le sociologue américain Andrew Abbott qui a renouvelé la réflexion sur les tournants en se situant dans un registre plus théorique et en parlant d'une posture plus objectivante. De cette façon, il cherche à mieux appréhender les changements entre les différentes séquences de vie et donne une définition de ces tournants. Ce sont, selon lui, des changements courts ayant des conséquences qui réorientent un processus. Le concept, écrit-il, est inévitablement narratif, puisqu'un tournant ne peut être conçu sans que l'on puisse établir une nouvelle réalité ou direction, ce qui implique au moins deux observations séparées dans le temps. Tous les changements soudains ne sont pas des tournants, seulement ceux qui débouchent sur une période caractérisée par, écrit-il, un nouveau régime. Dans cette acception, donc, la notion de tournant est pratiquement synonyme d'une autre notion que va développer Michel Grossetti et qu'il va nommer bifurcation. La notion de bifurcation, écrit Michel Grossetti en 2006, est proche de celle que donne Abbott pour les turning points. Mais la notion de bifurcation met plus l'accent sur l'imprévisibilité des situations, que dans une existence, tout peut changer tout le temps, mais à des coûts plus ou moins élevés. Changer de profession, par exemple, est toujours possible, mais c'est plus facile à certains moments de la vie, entrer dans la vie active, par exemple. Et cela peut même devenir une nécessité à d'autres moments, les situations de chômage, par exemple.
Pour celui ou celle qui dispose de ressources importantes, financières, culturelles ou sociales, le changement est plus facile, mais parfois plus risqué, que pour ceux dont les ressources sont limitées. Il faut donc différencier des niveaux de temporalité, soit un temps court et un temps long, propose Grossetti. Mais la définition des niveaux de temporalité pertinents dépend à chaque fois du problème étudié. Pour autant, il considère que le temps court peut aller du moment bref d'une interaction à celui nettement plus étalé d'une phase de passage à l'âge adulte par exemple. Quant au temps long, il peut aller d'une situation de quelques mois à la durée d'une vie. Tout dépend, là encore, de ce que l'on cherche à comprendre, à expliquer. Mais il n'y a pas de bifurcation sans la mise en rapport d'au moins deux niveaux de temporalité et sans l'hypothèse que le temps court peut influer sur le temps long et que ce qui se passe dans ce temps court est au moins partiellement imprévisible. Ainsi, Michel Grossetti, dans cette réflexion, plaide pour une sociologie des bifurcations. L'étude des bifurcations est un terrain complémentaire en sociologie, selon lui, qu'il devient urgent d'investir dans un contexte socio-historique où la question de l'incertitude se pose depuis le début d'entrée dans le XXIe siècle et surtout la question de la maîtrise de l'incertitude, cela à tous les niveaux d'action, c'est devenu un enjeu central. Et en effet, souligne-t-il, au niveau individuel, pouvoir agir sur sa trajectoire de vie, construire sa liberté, sont aujourd'hui moins des questions de statut social que de contrôle de la réversibilité de ses actions, c'est-à-dire de pouvoir décider de revenir en arrière, de pouvoir réexaminer des choix ou des situations qui sont considérées comme une véritable liberté fondamentale au niveau individuel. Au niveau plus global de l'organisation sociale, la question de la réversibilité des choix ou des orientations se rapporte cette fois à un enjeu politique, à une affaire d'institution. Dans quelle mesure le système scolaire, par exemple, autorise-t-il le retour sur des orientations passées ? Le marché du travail permet-il facilement des reconversions professionnelles ? Qui décide de la réversibilité des situations professionnelles ? Comment les dispositifs institutionnels cadrent-ils l'articulation entre les imprévisibilités et les irréversibilités ? Au niveau de l'étude des groupes et des réseaux, nous avons aussi beaucoup de mal, dit Grossetti, à sortir des analyses statiques. On sait très bien caractériser les réseaux sociaux, en analyser la structure. On sait aussi très bien étudier les systèmes d'action dans les organisations sociales. Mais que sait-on sur la stabilité de ces réseaux et de ces groupes ? Si le pouvoir dans les organisations, c'est la maîtrise des zones d'incertitude, il faut alors étudier la gestion individuelle et collective de la contingence et des irréversibilités. Au niveau de l'action et des interactions, cette fois, la question est celle, là encore, de la gestion de l'incertitude. Comment est-elle vécue, perçue par les acteurs sociaux ? Quelles sont les stratégies, les valeurs, les routines, les dispositions, leurs évidences ? Les évidences qu'ils mettent en œuvre dans des situations qu'ils considèrent comme étant incertaines. D'un point de vue méthodologique, nous dit Grossetti, puisque les méthodes biographiques ont prouvé leur efficacité pour saisir des moments de bifurcation, alors travailler sur les parcours est une bonne façon de procéder. Mais il faudrait, selon lui, systématiser la recherche sur les moments de bifurcation. On sait par exemple que les récits d'acteurs tendent à présenter les choix, les enchaînements de situations, selon une certaine logique, exagérant parfois leur rationalité, parfois au contraire leur aspect contingent. D'où une série de questions, là encore, comment orienter le questionnement de façon à minimiser ces tendances, comment objectiver des alternatives dans les situations décrites, etc., etc.